Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Et non, le patrimoine, ce n'est pas que des châteaux et des musées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui dépoussière le patrimoine, celle qui nous invite à le découvrir sous toutes ses formes, Léa et Azélie de Paroles de patrimoine. Alors, je n'aime pas les musées, je n'aime pas les châteaux, le patrimoine ça m'ennuie, ça m'intéresse pas, il faut être cultivé pour s'intéresser au patrimoine. C'est des phrases qu'on entend beaucoup et que vous avez même peut-être déjà prononcées. Eh bien, on va vous montrer que c'est faux, que le patrimoine est accessible à tout le monde et surtout que le patrimoine est partout. Alors l'objectif de cet épisode, vous l'avez compris, réveiller votre curiosité, mettre à bas les idées reçues, vous montrer la face cachée du patrimoine pour vous aider à trouver celui qui vous correspond. Un épisode où on discute pendant un peu plus d'1 heure, mais vous verrez, ça passe très très vite, on s'amuse bien. Chacune avec son point de vue, Léa et Azélie en tant qu'expertes patrimoine, et Élise, moi, de chez Floqueo, pour apporter la touche un petit peu plus touristique et développement durable. En gros, pour comprendre en quoi le tourisme durable contribue à la préservation du patrimoine. Bref, je n'en dis pas plus et je vous laisse directement avec l'épisode. Coucou Azélie et Léa, comment ça va ? Bonjour. Coucou Élise, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Donc vous êtes les fondatrices de Paroles de patrimoine. Paroles de patrimoine, c'est plein de choses à la fois. C'est un média, c'est une communauté, des entreprises, avec un même objectif, valoriser le patrimoine de nos territoires de façon fun et accessible. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer quand même ce podcast par nous en dire un peu plus sur Paroles de patrimoine et puis pourquoi le patrimoine ? J'aimerais bien comprendre ce qui vous a amené à vous intéresser au patrimoine. Ok, déjà tu l'as hyper bien présenté. Je trouve que c'est très concret. Peut-être, du coup, nous, on a commencé par un podcast pour mettre en avant le patrimoine un petit peu d'une manière plus, du coup, accessible et sortir du fait que le patrimoine, c'est des châteaux et des églises et vraiment montrer qu'il y a plein de choses autour du patrimoine, mais on pourra en reparler. Et après, du coup, on était sur Instagram, on a créé une communauté autour de cette notion de patrimoine et notamment des professionnels ou des étudiants qui sont dans ce milieu du patrimoine. On a créé un groupe Discord pour se rassembler et discuter autour de ces problématiques-là. Et au niveau de la notion, donc tu l'as dit, des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, Paroles de patrimoine, c'est l'entreprise d'Azélie et mon entreprise. On a 2 entreprises séparées, puisqu'on a des projets extérieurs à côté. C'est vraiment juste le lien qu'on a entre nous deux et entre notre communauté qui se regroupe sous cette appellation en fait de Paroles de patrimoine. Du coup, Azélie, par rapport au patrimoine, je te laisse prendre la main sur ça. Oui, merci Léa et merci Élise aussi parce qu'effectivement tu as très bien décrit ce que c'est que Paroles de patrimoine. Et moi, si je peux rajouter une petite anecdote, c'est que vraiment on a commencé ça parce que pour nous le patrimoine c'était quelque chose qui nous reliait toutes les deux avec Léa, qui était assez fun à faire parce que un jour Léa m'a dit écoute, j'ai un micro, donc on va commencer à faire un podcast si t'es ok. Et 3 jours après, c'était parti. Déjà, j'ai trouvé ça assez osé. Et notre mot d'ordre aussi, d'ailleurs, c'est oser faire ce que vous avez envie de faire. Parce que le patrimoine, quand on y pense, on n'a pas forcément une vision fun. Mais pourtant, nous, on a vraiment eu envie de faire quelque chose d'assez osé, justement, et de relier toute une communauté de pros, d'amateurs, de promeneurs du dimanche. Et ça, c'est assez cool aussi parce que on a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui sont pas forcément des professionnels. Et le patrimoine, c'est ça aussi. Je sais pas si tu veux que je te donne ma définition tout de suite ou pas, c'est comme tu veux. Vas-y.
Parce que, en fait, si on définit le patrimoine, en tout cas pour moi, c'est une transmission. Et donc, si tu as envie de partager quelque chose avec tes potes ou même avec des professionnels qui sont dans ton milieu, et ben, c'est ça le patrimoine, en fait. C'est avant tout un héritage qui se transmet au fil des générations. Donc, bien sûr, on peut penser aux vieilles pierres, mais on a tout aussi un héritage qui est immatériel, par exemple avec les métiers d'art, qui sont basés sur cette transmission. Et si je peux rajouter même la part des jeunes, la part du coup de la transmission entre les générations, en fait les jeunes on a aussi notre mot à dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de patrimoine on a peut-être une vision un peu âgée et on le voit dans tous les rassemblements autour du patrimoine. On va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de cheveux blancs. Il faut nos anciens qui puissent être présents, être mobilisés et qui puissent se transmettre ce que eux ils ont appris. Mais pour que l'héritage il puisse se transmettre, il faut qu'il y ait des jeunes aussi. On inscrit le patrimoine dans des visions qui sont différentes et des enjeux différents de l'époque. Donc c'est vraiment important de faire le lien aussi entre les générations et nous on a aussi notre rôle à jouer différemment. Mais du coup c'est en étant aussi en contact avec les personnes plus anciennes ou avec les amateurs, avec les professionnels, puisqu'on a tous un rôle différent à jouer. Et même au niveau des professionnels, quand on parle patrimoine, on pense aux médiateurs, on pense aux guides peut-être, ces personnes avec qui on est en contact direct en tant que public. Mais il y a aussi les photographes, il y a les scénographes, les muséographes, tous ceux qui s'occupent de la réalisation dans les musées, les photographes qui permettent la promotion de notre patrimoine. Aujourd'hui, on a les créateurs de contenu. En fait, il y a tellement de diversité de métiers auxquels on pense pas, qui sont derrière toutes ces questions de patrimoine, de culture et du coup même de tourisme. Ça, le tourisme, tu pourras nous en parler plus, on pourra le mettre en relation après. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant et qui est hyper chouette, c'est de rencontrer des profils hyper différents. Et donc vous dites que il y a un petit peu la face cachée du patrimoine. Donc là, tu parlais de tous les métiers auxquels on ne pense pas. Tout à l'heure, Azélie, tu disais que le patrimoine, c'était bien plus que les vieilles pierres. Tu as évoqué le patrimoine matériel, immatériel. Moi, je voulais vous poser la question, où est-ce qu'on peut trouver du patrimoine ? Qu'est-ce que c'est concrètement le patrimoine ? On dit que le patrimoine est partout. Qu'est-ce que le patrimoine concrètement ? Je pense que le patrimoine, avant tout, c'est ce qu'on a dans le cœur. Parce que, pour prendre un exemple très personnel, moi, mon patrimoine, c'est ma campagne, c'est mon village creusois, c'est ma ferme, c'est mes voisins, c'est mes bâtiments, les paysages qu'il y a tout autour de ma maison, ou même mes tracteurs qui ont 30 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose de très personnel et qui est lié aussi à nos sujets, à nos attaches. Il y a des personnes qui vont être très attachées à l'histoire médiévale, à la partie archéologique. On va avoir des personnes aussi qui adorent la randonnée. Et ça, justement, c'est un peu l'appui qui parle à beaucoup de gens. C'est qu'en fait, le patrimoine, il n'est pas que dans les musées, il n'est pas forcément hyper institutionnalisé. On peut vraiment le trouver en se promenant, en jouant, en expérimentant des choses. Et celui qui fait de la randonnée le dimanche, il est confronté directement ou indirectement, ou même consciemment ou inconsciemment, à cette notion de patrimoine, puisque les paysages, ils ont été construits, la faune et la flore, elle est présente, c'est aussi du patrimoine. Et du coup, en fait, il y a tout ça qui se regroupe, selon qu'on soit en Bretagne, dans le nord de la France, en Bourgogne, là, en Auvergne, dans le Massif central, on va avoir vraiment des patrimoines différents aussi par la culture, la gastronomie. Du coup, les paysages vont être hyper marqués, même l'architecture. On va pas avoir les mêmes maisons. En Bretagne, on va avoir l'architecture avec les pans de bois. Même en Alsace, on retrouve ces maisons un peu typiques. Le long des côtes, par exemple la côte basque ou même la côte dans le Nord-Pas-de-Calais, on va avoir toutes ces maisons Belle Époque, même en Normandie. Enfin, en fait, il y a tout ça qui se croise et qui permet que chaque personne peut avoir son axe d'approche du patrimoine, au-delà de vraiment le côté très institutionnalisé et très... il faut avoir de la culture pour s'approcher du patrimoine. En fait, non, on peut juste trouver ça joli, on peut juste apprécier une belle façade qui est colorée, on peut apprécier être dehors ou être au contact des animaux. Azélie, avec la ferme, elle exprime super bien avec Michel, qui est son mouton, et qui est la mascotte de Parole de patrimoine, parce qu'en fait, c'est aussi du patrimoine, tout ce qui nous entoure, quoi. Et donc, avec Parole de patrimoine, vous invitez un petit peu vos abonnés, votre communauté, à se questionner pour trouver son patrimoine par rapport à son histoire personnelle. Exactement, et à être curieux. Regardez tout autour de vous,
regardez quel objet peut avoir une certaine histoire pour vous ou pour votre famille ou pour le lieu dans lequel vous êtes. Regardez tout autour de vous les paysages. Tout à l'heure, Léa nous donnait justement cet exemple de paysage. C'est très intéressant parce que là, justement, dans le Massif central, par exemple, on va avoir des paysages de bocage avec beaucoup de haies ou même justement des terres qui ont plus de haies à cause du remembrement. Enfin, tout ça, tout a une explication et tout a une histoire et c'est à vous justement de reconstruire cette histoire qui se trouve tout autour de nous. Bon, on va inviter alors les auditeurs de ce podcast à trouver leur patrimoine. Ce qu'on dit souvent sur le patrimoine, c'est qu'il est fragile et qu'il faut le conserver pour le transmettre de génération en génération. Donc là, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie du podcast où on va parler des défis du patrimoine, donc valorisation, conservation, préservation. Comment ça se fait qu'un objet devienne patrimoine? À quel moment on se dit ça c'est du patrimoine et donc il faut le conserver, ça mérite d'être conservé, et ça, pas forcément, on n'est pas obligé de le conserver. Ça, c'est une vaste question. En fait, il n'y a pas de réponse qui dirait c'est comme ça ou c'est pas comme ça, ou c'est ce patrimoine ou pas ce patrimoine. En fait, dans la notion de patrimoine, il y a cette question d'héritage, du coup de transmission, mais il y a aussi cette question de, à un moment donné, il y a eu un groupe de personnes qui s'est reconnu dans une pratique, dans un objet, dans quelque chose en fait, où plusieurs personnes ont pu se dire ça c'est important pour nous, et du coup ça a permis de créer une histoire à partir de cet objet-là, de ce lieu-là. Ça peut être, on parle des châteaux, on parle des églises, parce que forcément la communauté qui est derrière l'histoire de ces lieux, elle est très importante. Mais ça peut être une fontaine dans un village. On avait fait un podcast au tout début de notre aventure Parole de patrimoine avec les étudiants de notre école, et on avait un camarade de promo qui nous disait que quand lui rentrait dans son village, c'était très important la fontaine qu'il y avait au centre de la place, et elle a été longtemps sans eau. Et quand ils ont réussi à remettre l'eau au milieu de la fontaine du village, ça a été vraiment quelque chose de très important, puisque les gens se reconnaissaient vraiment dans cette pratique de se retrouver au centre du village, autour de cette fontaine. Chacun avait des histoires différentes en fonction de son âge. Et je pense que cet exemple-là, il est très explicatif de ce que c'est que le patrimoine et de comment ça devient patrimoine. C'est une question de relation et de groupe social aussi, plus ou moins important, je dirais. Je pense qu'il y a un facteur d'appartenance qui est très important parce qu'on se reconnaît dans cet objet, cette pratique, cette culture ou même ce lieu, et on a envie de le transmettre. Ça rejoint un petit peu la définition qu'on a dite au début, parce qu'il y a cette volonté de ne pas perdre cet objet. Je pense que quelque chose devient patrimoine à partir du moment où on n'a pas envie de l'oublier. Ouais. Puis il y a la question de patrimoine commun. Il y a la question de patrimoine, je dirais presque aussi individuel. C'est ce qu'Azélie disait avec la ferme. C'est son héritage à elle, c'est son patrimoine à elle. Par exemple, moi je m'y reconnais parce que je vais chez Azélie, et c'est vrai que c'est une grosse partie de l'histoire de Parole de patrimoine aussi, et de notre amitié. Mais pour quelqu'un de complètement extérieur, la ferme d'Azélie, ça lui fait ni chaud ni froid. Mais c'est le patrimoine d'Azélie. Oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance. Alors, par exemple, on peut avoir ce sentiment-là en groupe, comme tu l'as expliqué, Léa. Mais effectivement, il y a aussi un côté très individuel où tu n'as pas envie de perdre cette chose, et donc tu as envie de transmettre au fil des générations, et ça devient un patrimoine commun ou individuel, mais ça devient un patrimoine parce que ça devient un héritage. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais justement, en anglais, patrimoine, c'est heritage, et je pense que c'est pas pour rien. Et toi, du coup, Élise, t'aurais un patrimoine, quelque chose qui fait sens pour toi par rapport à tout ce qu'on raconte? Ça pourrait illustrer un peu le fait que tout le monde puisse trouver son patrimoine. Très bonne question. Si je pense à, on va dire, mon histoire à moi. Moi, je viens d'un village dans le sud de la France, à côté de Nîmes, vers Uzès, pour ceux qui connaissent. Chez nous, ce qui va être assez typique, notamment dans mon village, c'est les capitales. Donc c'est des petits masés, des petites cabanes en pierre.
Et il y a une association dans mon village qui, depuis des années, permet de conserver ces capitelles et de les restaurer. Et c'est grâce à cette association que les capitelles sont encore là et qu'on a un intérêt dessus. Quand on était à l'école primaire, toutes nos sorties, c'était pour aller voir les capitelles. On allait dans la garrigue, on avait des projets de protection, enfin de sensibilisation à l'environnement de la garrigue. Donc je pense que patrimoine naturel, donc plutôt la garrigue, et patrimoine, on va dire, plutôt matériel, ce serait ces capitelles. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'en pense à un autre. Ma mère est normande et mes grands-parents habitent dans une grande ferme en Normandie. Avant, ils avaient des moutons, etc. Et maintenant, bon, il y a plus grand-chose, mais je pense que cette grande ferme dans leur bourg, c'est quand même une part du patrimoine que je serais très triste de perdre si jamais on devait ne plus avoir cette maison dans notre famille. Ouais, c'est top parce que du coup, avec ton exemple, tu as à la fois du patrimoine collectif et du patrimoine qui est individuel. Donc voilà, à vous, auditeurs, de trouver aussi votre patrimoine qui vous est cher. Même ça peut être un souvenir de voyage aussi. C'est pas forcément dans le territoire où vous vivez, où vous êtes né, même si souvent la tâche, elle peut être plus importante quand on vit quelque part. Mais ça peut être un souvenir de vacances, un lieu qui vous a marqué quand vous étiez enfant ou même l'année dernière ou hier. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de votre patrimoine et de vos souvenirs qui est important de transmettre. Dans le patrimoine, on voit vraiment la notion de durabilité. Quand on décide qu'un objet est patrimonial et donc est digne d'être conservé et transmis de génération en génération, on a envie qu'il soit durable dans le temps. Donc je pense qu'il y a un lien quand même assez fort entre le développement durable et le patrimoine. Je pense que le développement durable, une de ses grandes parties, c'est d'œuvrer pour la conservation du patrimoine. Là, je parle en tant qu'Élise de Floqueo. On peut tout à fait relier le patrimoine avec le tourisme durable, dans la mesure où le tourisme, il va souvent être décrié pour ses impacts négatifs sur l'environnement, sur les habitants, avec le surtourisme, le tourisme de masse, etc. Mais on oublie souvent que tout simplement la mise en tourisme d'un lieu, ça permet de poser un regard sur un objet et donc il va être d'un seul coup digne d'intérêt et donc digne d'être conservé. Et c'est souvent quand d'ailleurs une destination, un territoire a une forte richesse patrimoniale bien conservée qui va être attractif pour les habitants bien sûr, mais attractif pour les touristes. J'ai pas trop d'exemples en tête de lieux touristiques où, entre guillemets, il n'y a rien à voir d'un côté patrimonial. C'est vrai ce que tu dis par rapport à ça. En fait, il y a même le plus petit village, il aurait quelque chose à raconter, une histoire ou des pratiques, une culture, pas forcément matérielle, parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas forcément de vestiges matériels, même si quand on cherche, on trouve des choses, mais c'est aussi dans les histoires, les anecdotes, et c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi de venir découvrir ces territoires. On a cette question-là, surtout dans les territoires ruraux, où on imagine ça comme des grands espaces vides dans la tête des gens, alors que quand on est dans la ville, il va y avoir les musées, il va y avoir le centre historique, il va y avoir les grosses maisons, il va y avoir de l'activité, et en fait, quand on porte l'attention sur les territoires, et ça se fait de plus en plus aujourd'hui, les territoires ruraux, ils remontent dans la balance, parce qu'on met en tourisme aussi justement ces territoires-là, en misant sur ses richesses, sur son histoire, sur toutes les petites choses qu'il y a à préserver, à mettre en avant. Je trouve que Zélie, t'as fait un super projet sur ce sujet-là en Creuse. C'est un bel exemple, je pense. Oui, merci Léa. Avant de parler de ce projet-là, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir parce que toutes les deux, vous avez parlé d'histoire, d'anecdotes, d'humain en fait. Et je pense que avec le développement durable, le social, c'est un gros pilier et le tourisme durable, c'en est un aussi parce que c'est très important en fait le facteur humain. Le social, il est très important pour valoriser le patrimoine. Si on n'a pas ces histoires, si on n'a pas ces anecdotes, il nous manque une partie quand même pour préserver ce patrimoine parce que un patrimoine sans humain, c'est un patrimoine sans sentiment, donc on va pas forcément se tourner vers ce patrimoine-là. Et justement, dans le côté rural, cette dimension rurale, l'humain, il est énormément mis au centre parce que moi, en fait, j'ai fait mon stage
dans un office de tourisme en Creuse et une de mes missions, c'était justement d'établir des circuits du patrimoine et je suis allée voir des personnes dans chaque village de la communauté de communes sur laquelle je travaillais et je leur ai fait raconter l'histoire de leur village pour faire ce circuit. Je leur ai fait justement trouver des anecdotes, des choses, des histoires sur les différents lieux, sur le lavoir, sur l'église, sur le four à pain, surtout le petit patrimoine comme on l'appelle, le patrimoine vernaculaire. Et du coup, on a fait parler le patrimoine. Et je pense que c'est ça qui implique aussi sa préservation et qui se rapproche du tourisme durable parce qu'on va avoir ce facteur humain qui est très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait penser au nom de Paroles de patrimoine. Oui. Et au fait que vous êtes des paroliers et des parolières dans votre communauté. Je sais pas, c'est un peu ça l'idée, je Ouais, pense. complètement, c'est vrai. Ça a pris du sens après, je dirais. Parce que le sens premier de Paroles de patrimoine, c'était de porter la parole du patrimoine, mais dans le sens podcast. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est parce qu'on nous a fait la réflexion, et en avançant dans notre aventure, dans notre petit bout de chemin, effectivement, on donnait la parole au patrimoine en tant que tel, on donnait la parole aux gens, et on faisait en sorte que les gens parlent avec nous, entre eux, et en fait, c'est comme ça que Azélie, d'ailleurs, parolier-parolière, c'est une idée d'Azélie, donc à l'origine, parolier, c'est celui qui écrit les paroles d'une chanson, pour les chanteurs dans le registre musical, et nous on l'a complètement détourné en disant que c'était les personnes qui écrivaient la chanson du patrimoine, enfin qui composaient en fait l'histoire du patrimoine, parce qu'on est tous à titre individuel une composante de cette histoire patrimoniale et on a quelque chose à transmettre, et du coup d'où Parole de patrimoine avec cette nouvelle casquette en fait, et parolier-parolière. Je rebondis sur ce qu'on disait sur les territoires très ruraux, parce que donc dans le tourisme, on parle beaucoup de surtourisme, mais on parle finalement assez peu des enjeux de sous-tourisme, de l'intérêt en fait du patrimoine pour, on va dire, pallier à cet enjeu du sous-tourisme, et donc l'intérêt pour les territoires de reconnaître leur patrimoine et d'apprendre à le préserver et à le valoriser. Et c'est vrai que donc quand on va penser à des destinations touristiques, on pense moins aux territoires très ruraux, par exemple la Creuse. Coup dur pour la Creuse. Coup dur, comme d'habitude. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que là, justement, je reviens du salon de l'agriculture et les gens venaient me voir pour me dire « Mais c'est où ? Genre, en France, déjà, c'est où la Creuse ? Et qu'est-ce que tu peux y faire ?» Et t'as cette notion de les territoires ruraux et hyper ruraux, où t'as une notion, parce que l'hyper-ruralité, elle se définit aussi beaucoup par l'enclavement, où t'as une définition d'enclavement qui est très profonde dans cette diagonale du vide, parce que avant on parlait de diagonale du vide, maintenant on n'en parle plus trop, mais c'est le Massif central, en fait. C'est l'image... Exactement, l'image d'un territoire qui est très enclavé. Ils venaient me demander, mais on fait quoi là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est l'utilité de venir en Creuse ? Et c'est vrai que ça, j'ai essayé de répondre et de mettre en avant mon territoire, mais il y a quand même cette définition de qu'est-ce que tu vas promouvoir ou mettre en avant dans un territoire rural, hyper rural. Bon, moi, j'ai des réponses, mais je vais laisser la surprise. Venez en Creuse, venez me voir et je répondrai à cette question. Merci. Mais oui, pour que le territoire il soit attractif, du coup, je pense que l'Office de tourisme a tout intérêt à bien connaître et valoriser son patrimoine. Donc là, je pense qu'il y a un fort enjeu. Et je me faisais la réflexion hier. Je pensais aux sites les plus touristiques, en France notamment. Et en fait, c'est des sites où il y a un patrimoine aussi qui est exceptionnellement bien conservé quand même. Je pense par exemple à la Tour Eiffel. Il y a Mont-Saint-Michel. Oui, le Mont-Saint-Michel, ou à Nîmes, où le patrimoine romain est vraiment très très bien conservé. Le pont du Gard, enfin... En fait, je pense que c'est une sorte de boucle, c'est une sorte de succession de choses, parce que c'est ces patrimoines qui aujourd'hui du coup souffrent effectivement du surtourisme, même on a les calanques de Marseille, enfin il y a pas mal d'exemples qui commencent à se faire en France sur cette question, où il y a trop de personnes en même temps, et tu dis qu'ils sont bien conservés, donc ils sont attractifs, mais en fait c'est parce qu'à la base, il y a une histoire qui est peut-être plus forte, qu'à un autre territoire, il y a une communauté plus grande qui s'est manifestée, il y a eu une vocation peut-être plus
plus en avance sur son temps, où on s'est dit « Ah, ça, c'est intéressant pour le tourisme, comment on va le mettre en avant économiquement, comment ça peut rapporter au territoire en termes d'image ou d'attractivité. » Et en fait, à partir du moment où ça a été... Il y a une histoire, il y a une communauté qui s'y est intéressée, qui a grossi. Du coup, on l'a restaurée. Du coup, c'est devenu une image forte du territoire. On s'est dit économiquement, on peut en faire quelque chose. Et en fait, c'est aussi une question de temporalité. Et en Creuse, si on va dans les villages et qu'on met en avant l'histoire des habitants, qu'on met en avant le petit patrimoine et toute la richesse de ces territoires ruraux, en plus, si on met en avant qu'il y a moins de monde que autour du Mont-Saint-Michel ou dans les Calanques de Marseille, forcément, c'est pas du tout le même patrimoine non plus qu'on va voir. Ça fait la différence aussi. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Il y a des expériences qui sont incroyables à faire en Creuse ou dans tout autre territoire ruraux. Et ça, en fait, souvent, c'est oublié parce qu'il y a aussi cette nouvelle notion de il faut qu'on ait fait comme tout le monde, il faut que nous aussi, on ait la référence d'avoir été se prendre en photo devant le Mont-Saint-Michel, aux Calanques de Marseille, et tatati et tatata. Et en fait, ça joue aussi dans la question de surtourisme et qui est aussi différente de cette notion de patrimoine et de conservation et de protection. Enfin, il y a des temporalités de chaque chose et je sais pas si je suis en train de me perdre là, mais... Non, t'inquiète. Non, mais elle est là, la définition de tourisme durable, je pense. Parce que si tu reprends les 3 piliers là, du développement durable, le social, on en a parlé, l'économique, il est très important parce qu'un territoire rural, tu as besoin d'économie pour le faire vivre. Et donc le tourisme, justement, c'est un pilier qui est nécessaire parce qu'on a besoin de faire parler de ça. Mais aussi la dimension écologique. Parce que si tu es sur un site qui étouffe, c'est pas bon écologiquement, ça va pas. Et cette dimension écologique dans le tourisme durable, tu la retrouves justement quand tu vas sortir des sentiers battus, dans le sens où tu vas aller explorer un territoire qui est plus rural que le bord de la mer, quoi. Et puis aussi, ces sites, s'ils sont aussi bien conservés, c'est parce qu'il y a beaucoup de tourisme et que le tourisme permet de préserver les lieux, puisque l'entrée va être payante. Des sentiers vont être aménagés. Par exemple, sur des parcs naturels, on va construire des parkings loin du parc naturel pour la préservation du site. Donc le tourisme permet aussi de préserver les sites comme ça. Et puis maintenant, il y a aussi de plus en plus de mesures de quotas pour la capacité d'accueil des lieux. Il y a toute cette question de comment calculer la capacité d'accueil d'un lieu, à partir de quand est-ce qu'il ne pourra plus se régénérer naturellement à cause du surtourisme. Donc par exemple ce qui a été fait dans les Calanques de Marseille dès l'été dernier. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de trucs à dire sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est cette question de quand on va visiter un lieu, il y a la notion, enfin on paye notre droit d'entrée. Maintenant aussi, effectivement, on paye les parkings sur plus en plus de sites, ce qui à la fois qui permet de restreindre la surfréquentation, puisque forcément de payer à l'entrée, ça peut arrêter des personnes, notamment dans les lieux naturels, mais aussi de rentrer plus d'argent pour favoriser la préservation de ces sites. Et dans la partie un peu conservation du patrimoine, sur le patrimoine bâti naturel, enfin naturel c'est plus difficile à faire, mais sur le patrimoine bâti, quand on paye une entrée, dans la grande majeure partie des cas, il y a un pourcentage de ce billet, ou même la totalité de ce billet qui permet de sauvegarder, de participer à l'entretien, de participer à tout ce qu'il y a autour, en fait, que le patrimoine ne reste pas dans cet état-là comme par magie. Il faut qu'il y ait des gens qui restaurent. Il y a des bénévoles, mais des fois, il y a des chantiers qui doivent être plus importants, qui ont un coût. Et je pense notamment aux châteaux. On a l'image des châteaux, c'est symbole de richesse. Aujourd'hui, c'est pour une grosse... Enfin, pas pour tout le monde, mais pour quand même une grosse partie des cas. Aujourd'hui, c'est un héritage qui a été transmis de génération en génération. Donc, il y a une attache sentimentale, il y a un attachement à ce patrimoine. Mais la valeur d'un château, c'est presque un peu un héritage empoisonné. C'est un petit peu comme une ferme aussi. Enfin, c'est des héritages qui sont très importants, qui demandent beaucoup d'entretien, beaucoup d'investissement. Et en fait, derrière, entretenir un château, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et de l'ouvrir au public sur des projets privés, ça devient une source d'aide parce que à un moment, on n'a plus les épaules pour s'occuper de notre propre patrimoine et c'est ça qui est difficile aussi, quoi. Et le tourisme dans ce rôle-là à jouer de faire connaître et de préserver dans ce sens-là, je pense. Après, je peux voir aussi un paradoxe parce que on promeut la culture pour tous et le fait que le patrimoine doit être connu et partagé à tout le monde. Mais des fois, les entrées sont très très chères et donc du coup, dans quelle mesure est-ce que c'est accessible à tout le monde ?
Et il y a des sites, je prends l'exemple du pont du Gard que je connais bien, où l'entrée est gratuite pour les Gardois. Parce qu'ils estiment que ça fait partie de notre héritage et que donc on peut y accéder gratuitement. Voilà, il y a aussi ce débat de la culture gratuite ou pas. Il y a ce débat-là dans le sens où est-ce que tu es obligé d'avoir tout vu dans ta vie? Est-ce que c'est parce que tout le monde a vu le pont du Gard sur des photos qu'il va falloir que tu le vois de toi-même? En fait, c'est un vrai débat ce que tu es en train de souligner parce que ça me fait penser un peu aux bateaux de croisière, tu vois, par exemple, quand tu vas sur des gros bateaux de croisière, tu as envie d'aller voir, je sais pas moi, par exemple, la banquise. Est-ce que ça, écologiquement parlant, c'est OK? Est-ce que parce que tout le monde aura fait ça une fois dans sa vie, il faut que tu le fasses? Je pense qu'il y a vraiment cette question de... il faut comprendre que pour préserver notre planète, certains lieux et certains lieux touristiques, eh ben, tu vas pas être obligé d'aller les voir et il faut comprendre que même si tu vas pas le voir dans ta vie et que tu prends cette décision de te dire bah ok, moi je vais pas y aller parce que à ma petite échelle c'est déjà un pas pour le préserver parce que j'ai pas envie de faire partie de ce tourisme de masse, et bah ça c'est ok, tu vois. Par exemple, moi j'essayerai en tout cas pour le moment à 26 ans, bientôt 27, j'ai jamais pris l'avion et j'ai jamais pris de bateau de croisière et je ne veux surtout pas le faire parce que pour moi c'est ok de pas voir Tahiti ou de pas voir certaines îles ou voilà, tu vois, je pense qu'il y a cette question quand même de est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Est-ce que ça te suffit de l'avoir vu en photo ou est-ce que tu veux faire comme les autres et aller sur ce lieu, quitte à avoir une empreinte écologique qui est pas trop ok? Par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec toi, Azélie, sur la question de qu'on peut pas tout faire et il y a des choses qui éthiquement sont pas ok, surtout parce que le tourisme de masse, on en parle en France, mais il y en a partout. Prendre l'avion pour aller 15 jours sur une plage dans un hôtel de luxe et à juste pour se baigner parce que l'eau elle est chaude et il y a des palmiers, ça n'a aucun intérêt. Prendre l'avion sur une mesure qui est réfléchie, la partie empreinte, enfin le tourisme durable, je pense que c'est un tourisme qui doit être réfléchi. Prendre l'avion si tu pars 1 mois, 2 mois à l'étranger pour rencontrer les populations locales et apporter ta part économique aussi au pays, au développement, surtout j'imagine par exemple dans les pays qui sont en voie de développement où pour le tourisme c'est hyper important pour eux de pouvoir se développer, mais de le faire avec quelque chose qui a un impact positif sur ce territoire-là, donc de pas aller dans les lieux touristiques aussi à l'étranger, c'est le même débat, mais de le faire avec sens, et comme on pourrait le faire en France, à aller rencontrer les gens, rencontrer les populations locales, et faire les choses qui ont vraiment du sens à l'étranger et même en France. On a tendance à pas aller voir les populations locales en France ou à pas visiter ce qui est à côté de chez soi parce qu'on se dit c'est toujours l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière, très clairement. On se dit qu'il faut aller loin pour être dépaysé, pour découvrir quelque chose d'autre. Mais en fait, on prend pas le temps de regarder ce qu'il y a chez nous et de prendre le temps d'échanger avec nos voisins et tout ce qu'on naturellement, où on se dit qu'on fait à l'étranger, on va manger une nouvelle gastronomie, on va rencontrer une nouvelle culture. Mais en fait, en France, on a la chance d'avoir aussi des territoires qui sont tellement différents d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, que cette expérience-là, on peut la faire très clairement à côté de chez soi aussi, dans une autre dimension. Donc la notion de tourisme durable et d'avion et même d'empreinte carbone, je pense que c'est un curseur différent selon les personnes, mais il faut du moment qu'on a conscience de ce qu'on fait, ça c'est la première étape, je pense, c'est de dire je prends l'avion, mais pourquoi je le prends et est-ce que j'ai pas d'autres solutions avant de le prendre et de voir ça en fait. Et ça c'est différent aussi. Mais oui, parce que tu es en train de distinguer le tourisme de masse et le tourisme raisonné, un tourisme de sens. Et c'est là où se situe justement la frontière. C'est exactement ce que tu as dit. Si tu pars pour 2 ou 3 mois rencontrer la population, avoir un enjeu économique derrière qui va aider le pays ou les autres populations, je ne sais pas moi, par exemple via des missions civiques ou des choses comme ça, c'est tout à fait différent que de prendre l'avion juste pour aller sur la plage. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que c'est ce que vous défendez avec Floqueo aussi. Tu pourras en parler plus que nous, du coup, de ça. C'est ça. Oui. Tout à l'heure, Azélie, tu parlais des gens qui partent par exemple en Antarctique pour aller voir
voilà, les glaciers avant qu'ils ne fondent, etc. Ouais. Ça me fait penser au dernier podcast que j'ai enregistré il y a quelques jours, mais qui sera déjà sorti, je pense, à l'heure où notre podcast sera sorti, je pense. Bref, c'est un podcast sur le tourisme de la dernière chance avec le chercheur Rémi Knafou, qui lui s'oppose donc totalement à la pratique du tourisme de la dernière chance, une pratique dans laquelle on va avoir envie de visiter un lieu avant qu'il ne disparaisse. Donc ça peut être la grande barrière de corail en Australie, ou des glaciers en train de fondre, l'Antarctique, les îles Galapagos par exemple, ou les Maldives qui sont en train d'aller sous l'eau, enfin voilà. Et donc c'est une pratique qui est absolument paradoxale, puisque les études ont montré que les personnes qui se rendaient sur place pour se rendre compte de la perte de ces écosystèmes revenaient sans avoir changé leur façon forcément de voir les choses, ou sans changer leur comportement. Donc finalement l'objectif n'avait pas été atteint. Donc ça c'est un tourisme qui est totalement discutable. Et bon, je vous inviterai du coup à écouter ce podcast-là quand il sera sorti, ou s'il est déjà sorti. C'est vraiment intéressant. Mais sinon, sur le fait de prendre l'avion ou pas, c'est ce que vous étiez en train de dire, ça dépend de ce qu'on va faire sur place. Le but, je pense, c'est pas de dire on arrête l'avion et donc on arrête clairement le tourisme international, parce que le tourisme, c'est beaucoup trop important pour plein de destinations. Je pense par exemple au cas du Rwanda, où la création de parcs naturels a permis de sauver les gorilles des montagnes. Sans le tourisme, je ne sais pas s'il y aurait encore de gorilles aujourd'hui à cause du braconnage. Et aujourd'hui, le tourisme permet tout simplement de protéger ces animaux. Mais là, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais globalement, un tourisme, justement, tu disais tout à l'heure aussi, Léa, un tourisme réfléchi. Le chercheur, donc Rémi Knafou, dont je vous parlais, lui propose un tourisme réflexif, qui serait un petit peu l'évolution du tourisme durable, comme le tourisme durable 2.0. Le but, c'est, en tant que touriste, de réfléchir à son impact, de réfléchir à l'offre qu'on nous propose, de réfléchir à comment on va voyager pour que, sur place, notre impact soit le plus positif possible d'un point de vue économique, social et environnemental. Nous, on prend pas la partie d'interdire l'avion, mais je comprends tout à fait les gens comme toi, Azélie, qui n'ont pas envie de prendre l'avion. Je comprends tout à fait, mais pour moi, ce serait plus une utopie parce que de toute façon, ça n'arrivera jamais. On pourra pas interdire aux gens de prendre l'avion. Il y a une balance à trouver, en fait, comme dans c'est tout, ça. De culpabiliser comme tout. En fait, c'est sur la question écologique, aussi bien sur le tourisme, le patrimoine, que même dans nos actions de tous les jours. On peut pas culpabiliser, c'est pas en culpabilisant tout le monde sur toutes ces actions que on va y arriver, c'est aussi en se disant, si on réfléchit à chaque chose qu'on fait et comment dans son quotidien, et en fonction de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire, comment on équilibre un minimum les choses pour ça, en fait. Enfin, à côté, on parle de tourisme durable, on parle de pas prendre l'avion. Effectivement, c'est intéressant aussi de prendre le train, de faire du vélo. Quand on habite dans des territoires ruraux, on est obligé de prendre la voiture. C'est une obligation, sinon on ne peut pas se déplacer. Ça peut poser de questions pour beaucoup de personnes qui sont très impliquées dans la question écologique. Enfin, dans les grandes villes, on peut se déplacer à vélo avec les transports en commun. Quand on fait du tourisme dans les territoires ruraux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Même de venir, en fait, dans les territoires ruraux, la question des mobilités, de l'accessibilité, elle est compliquée. Et du coup, en fait, on retourne encore dans ces questions de quel niveau, en fait, on prend pas l'avion, mais à côté, on prend la voiture. Et en fait, l'empreinte carbone n'est pas du tout la même, mais en fait chacun a aussi ses contraintes et ses objectifs, et c'est ça, pour ça que la question de sens, elle est importante. Pour moi, c'est la première action, c'est le sens, ouais. C'est parce que je trouve que par exemple, là, pour reprendre cet exemple-là, dans les territoires ruraux, on a chacun une empreinte écologique qui est, enfin, au niveau de la voiture en tout cas, qui est assez importante. Et c'est pour ça que je me dis, si je peux ne pas prendre l'avion, ce serait bien, parce que tous les jours, je fais 2 heures de route pour aller au travail. Et ça, je peux pas faire autrement. On essaye de faire du covoit, mais c'est pas tous les jours. Et je peux pas prendre le bus, le train ou le métro. Encore moins le métro, parce que s'il y avait le métro à Guéret, on le saurait. Hein. Bah oui, chacun fait comme il peut. Et c'est ça.
Et c'est pas en culpabilisant les gens, je suis d'accord, c'est pas en culpabilisant en disant ouais mais vous regardez l'année dernière vous êtes partis en avion dans les îles. Non, c'est justement exactement en ayant des initiatives comme tu fais, Élise, d'interpeller les gens sur leur comportement, d'essayer de les faire changer. C'est aussi quelque chose qui est pédagogique où tu questionnes ces personnes et les gens qui sont en train de nous écouter, par exemple, c'est aussi parce qu'ils ont des questions sur leur fonctionnement ou c'est parce qu'ils sont d'accord avec toutes ces pratiques-là. Et c'est super bien de passer par cette méthode pédagogique, justement, et pas de faire culpabiliser, c'est vrai. Ouais, quand on est trop extrémiste, ça énerve les gens. Oui, exactement. Je pense par exemple à Jean-Marc Jancovici qui avait été invité sur France Inter et il parlait de la question de l'avion et il disait un vol en avion, un vol long courrier, je sais plus exactement, ça devrait être 3 à 4 fois maximum dans notre vie. Et Léa Salamé lui disait oui mais par exemple la personne qui a de la famille... je sais plus les exemples qu'elle disait, mais disons, on va dire en Guadeloupe, à La Réunion, peu importe, ça veut dire qu'elle voit plus sa famille. Et lui répondait, oui, totalement, cette personne va devoir accepter de moins voir sa famille. Oh là là. Il y a un vaste débat. Mais du coup, ça rejoint sur, si on revient à nos moutons, Azélie. Oui, tout à fait, c'est moi. Petit clin d'œil sur les moutons. Par rapport au patrimoine, c'est cette même conscience, en fait, sur quand... on va sur des sites, on visite des sites, on a un empreinte différente. C'est pareil, c'est sur la préservation des sites sur lesquels on se rend. Quand on va sur des sites naturels, quand on va sur des sites même bâtis, les graffitis, les papiers par terre, toutes les choses, enfin en fait juste les mégots de cigarettes, toutes ces choses à l'échelle juste du quotidien. Sur les sites patrimoniaux, il y a cette question-là aussi de préservation qu'il faut déjà régler ce problème-là aussi, qui va pas du tout, quoi. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des exemples de mise en tourisme qui ont permis de sauver ou de remettre en valeur un patrimoine en danger en France? Du coup, moi, j'ai en tête les écluses et les maisons éclusières. Alors, du coup, c'est un patrimoine très, très spécifique. Moi, j'ai été éclusière sur l'été et j'habite à Montceau-les-Mines, en Bourgogne. Et du coup, il y a le canal du Centre. Donc, c'est un canal avec différentes écluses. Les écluses, elles permettent de passer le dénivelé et du coup de monter les bateaux comme des marches d'escalier, comme un ascenseur. En fait, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir comment fonctionne une écluse. Ça permet de monter les bateaux au point haut ou au point bas à différents points. Bref. Et en fait, historiquement, ces écluses, à chaque écluse, il y a une maison. On peut le voir quand on suit les canaux, en fait, il y a des maisons. Et en fait, c'est qu'au départ, les éclusiers, ils avaient leur maison, leurs écluses, et ils étaient à temps plein à travailler de chez eux pour gérer le passage des bateaux. Et aujourd'hui, ces écluses, elles sont de moins en moins utilisées. Ces canaux sont de moins en moins utilisés, notamment parce que le commerce par bateau ne fonctionne plus trop en France. C'est très, 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 très rare d'avoir des bateaux de commerce qui passent. Et du coup, on a automatisé les écluses. Donc, qui dit automatisation des écluses dit moins d'éclusiers. On n'en avait plus besoin. Aujourd'hui, sur le canal du Centre, par exemple, on a un éclusier pour une dizaine d'écluses. Et donc, les maisons, il y avait plus besoin de 10 maisons. Elles périclitent, elles sont en état elles sont pas restaurées alors qu'elles ont une histoire forte. Et je pense au canal du Midi, par exemple, ils ont fait des projets de valorisation, notamment autour du canal, il y a les voies vertes. Et en fait, ces maisons éclusières deviennent des points étapes. Ça peut être des chambres d'hôtes, ça peut être des commerces, des épiceries ou des haltes vélos ou tout ce genre de choses. Ça peut même être revalorisé comme... je crois qu'il y a un projet, mais je sais plus où, comme une sorte le musée du canal, en fait, ou ce genre de choses. Et du coup, il y a cette question de... Le tourisme a permis de conserver cet héritage des éclusiers, ces maisons éclusières qui sont chères aux personnes qui ont fait éclusier, et puis même à l'histoire du paysage et du territoire local. Azélie, est-ce que toi, tu aurais un exemple? Alors, j'aurais un exemple. Ta question, c'est si une mise en tourisme a permis de conserver un patrimoine. Et je pense y répondre par le tourisme de savoir-faire, dans le sens où on a des métiers
d'art, par exemple, ou des métiers qui sont très peu connus et qui veulent justement faire connaître cette pratique-là et qui vont ouvrir leurs portes, des entreprises qui vont ouvrir leurs portes pour pouvoir faire perdurer ce métier d'art et surtout pour pouvoir aussi permettre à certaines personnes de trouver leur vocation. Et je pense que, tu vois, ma réponse, elle est moins dans la mise en tourisme, mais plutôt dans une porte ouverte à essayer de conserver un métier d'art dans le sens où on va faire découvrir notre métier à ces touristes qui viennent dans notre entreprise pour essayer justement il y a toujours cette notion de pédagogie derrière, de faire comprendre que ce métier-là, il est en voie de disparition et qu'il faut, par exemple, trouver des élèves pour le perpétuer. On a le dispositif d'ailleurs Maître d'art élève qui est créé par l'INMA, l'Institut national des métiers d'art, et qui rentre dans cette volonté justement de perpétuer des métiers d'art. Donc ça répond pas forcément directement à ta question, mais il y a quand même une dimension de quand tu es par exemple au collège ou au lycée, tu vas visiter des établissements quand ils ont leurs portes ouvertes, et ben tu vas aussi pouvoir visiter des entreprises et des métiers qui sont pas connus pour trouver aussi ta vocation. Et je pense que cette mise en tourisme là, elle est aussi très intéressante pour sauver justement ce patrimoine de métiers d'art. Ça reste quand même du tourisme, l'ouverture aux visiteurs de ces métiers-là, c'est intéressant. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de patrimoine artisanal qui, entre guillemets, ne survit que par l'achat des visiteurs. Oui. Il y a un village à côté de chez moi qui s'appelle Saint-Quentin-la-Poterie et qui est, comme son nom l'indique, spécialiste de la poterie. Ils ont remis en valeur ce village d'un point de vue touristique par la poterie. Et donc maintenant, il y a pas mal de touristes qui viennent. Et donc, il y a de plus en plus de potiers qui viennent s'installer à Saint-Quentin-la-Poterie, alors qu'il n'y en avait plus trop avant. Mais parce que c'est devenu maintenant un site touristique et que ce sont principalement les touristes quand même qui achètent leurs produits. Donc pareil, à Anduze, il y a les pots d'Anduze dans les Cévennes. Et globalement, Anduze est beaucoup connu pour ça. Et la plupart des touristes viennent acheter leurs pots à Anduze. Donc je ne saurais pas dire la part d'achat fait par les touristes et la part fait par des habitants, mais je pense qu'elle est quand même assez importante. Ça me fait penser absolument à un petit village en Creuse justement qui s'appelle le village de Magot. C'est un village sculpté qui a une forte histoire avec les maçons de la Creuse. Et ce village-là, si il n'avait pas été mis en tourisme justement parce que on a une association qui s'occupe de toute sa réhabilitation, sa conservation aussi, il aurait été laissé à l'abandon. Et c'est un village où on va se promener pour voir les différentes sculptures d'un maçon de la Creuse et d'un sculpteur qui a créé tout son village. C'est un peu le village de Magot, en fait, c'est un peu notre île de Pâques à nous. Et si on l'avait pas mis en tourisme, et ben justement, on aurait perdu ce patrimoine-là. Et je pense que c'est très important de prendre conscience du fait qu'il faut un tourisme raisonné, oui, effectivement, mais c'est grâce aussi à l'argent des touristes, on va pas se mentir, si on peut sauvegarder ce genre de patrimoine, et ce genre de patrimoine qui est parfois très méconnu et insolite. Mais par rapport à ça, c'est ce que je voulais rebondir dessus juste avant, donc c'est encore mieux, tu appuies encore mieux le propos que je voulais développer par rapport à ça, c'est qu'effectivement quand on visite un site patrimonial ou quand on va sur un territoire pour faire du tourisme, pour visiter, on a l'action qu'on porte à différentes échelles. Ça va être sur les lieux qu'on va aller visiter, donc on va acheter un billet pour un lieu ou aller gratuitement dans un lieu, on va acheter des souvenirs ou, en l'occurrence là, on va aller découvrir un savoir-faire local et du coup on va contribuer à l'économie du territoire en rémunérant un artisan. On va consommer sur place, on va dormir, on va manger, on va acheter des souvenirs. Enfin, il y a toute cette échelle économique au-delà de juste participe qui à la sauvegarde du patrimoine, puisque si on va dans un site du patrimoine, qu'on arrive, c'est joli, c'est machin, enfin on est content d'être là, on découvre, on en a entendu parler de ce village, on est venu, qu'il n'y a rien autour, qu'on ne sait pas où on mange le soir, qu'on ne sait pas où dormir à proximité, soit on vient et on est déçu,
soit quand on fait nos recherches sur Internet ou peu importe la forme, on se dit je veux aller là mais il n'y a rien à faire autour, ça vaut pas le déplacement, on passe à côté de quelque chose. Et du coup, le tourisme, il a cette dimension du coup économique aussi qui permet de faire un cercle vertueux pour la sauvegarde des patrimoines, puisque si les gens viennent, on va pouvoir sauvegarder, et on le disait au début de l'épisode, mais à tout niveau en fait de taille de patrimoine. Oui, il faut structurer l'offre touristique pour que le touriste, comme tu disais, puisse dormir, manger, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et autre question, du coup la question inverse, est-ce que vous auriez des exemples de patrimoine qui ont disparu faute de mise en valeur et peut-être de mise en tourisme? Par exemple, je pense aux langues, aux patois. Je pense que, par chez nous, dans les campagnes et tout, on a perdu nos différents patois, faute justement de conservation. Parce que après les guerres mondiales, notamment la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus voulu que les élèves, entre eux, parlent leur patois qui était parlé à la maison, mais apprennent le français. Et je pense que c'est assez dommage parce qu'en fait, on a perdu plein de langues, et quand tu perds une langue, tu perds une culture. Et donc je pense que c'est un gros pan du patrimoine français, avec toutes ces différentes langues-là qui ont disparu. C'est un gros pan du patrimoine français qui a disparu avec. Il y a quelques traces au niveau des expressions ou même des mots de vocabulaire. On va pas appeler, je sais pas, chocolat, enfin pain au chocolat et chocolatine, typiquement, c'est aussi, et dans le Nord, petit pain, c'est des restes de cette identité culturelle et de changement, d'évolution de la langue qui reste avec cet attachement qui fait partie du patrimoine aussi, même si ça fait des petites guéguerres, notamment sur cet exemple-là, mais je confirme. C'est vrai que le patois, c'était ça, ouais. Il y a le tancarville aussi, et les tandoirs. Voilà, le tancarville. Le bro aussi, le bro et la cruche d'eau. Enfin bon, bref, on va pas passer tout, mais je suis d'accord. En fait, tous les mots qui font débat aujourd'hui, voilà, ça vient de là. Ça vient de là complètement. Après, et il y a des mots même on a des expressions même entre nous, dans les familles, qui restent parce que c'est l'héritage aussi. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte. Je pense que c'est surtout pendant les études. Des fois, on est amené à changer de territoire pour les études, et quand on se rend compte avec nos copains qu'on n'a pas du tout les mêmes expressions ou la même manière d'appeler les choses, c'est là où on se rend compte qu'il y a les restes un petit peu de ce patois-là. Mais c'est infime par rapport à toute l'histoire qu'il y a derrière ces langues-là. Exactement, on se moque souvent de mon Y dans mes phrases, mais c'est un élément du patrimoine, ce Y. C'est ce qui fait partie justement de notre culture aussi. Dans les combrailles, on met le Y partout. C'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Du coup, ça me fait penser aux langues, même dans le Pays Basque, par exemple, les noms des villes, ils sont inscrits en français et en basque. Enfin, il y a vraiment une culture qui reste autour de cette langue-là. Et aussi sur le côté occitan, on a un peu la même chose qui se fait. Mais par contre, par exemple, dans le Massif central, on n'a pas de reste visible encore en identité locale du patois, je dirais. Je sais pas, Zélie, si je me trompe, mais... Non, on n'en a pas du tout, mais alors par contre, ça me fait penser aussi aux Bretons. Les Bretons, je crois que même à l'école, ils veulent enseigner le breton. Et c'est génial ça, parce que du coup, c'est une autre langue et ils enseignent la culture carrément de leur région. Ouais. À Toulouse, c'est pareil, en Occitanie d'une manière générale, puisque donc moi j'habite à Toulouse, mais je viens du Gard. Pareil, on a la traduction sous les panneaux des villes en occitan. Et à Toulouse, le métro toulousain est le seul métro de France à être traduit. Donc quand on arrive à une station, la dame nous parle en français et puis après elle nous parle en occitan. C'est très très drôle. Ah, c'est fou ça. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Ça voilà, typiquement, le patois de chez nous, dans le centre de la France, on n'a pas autant gardé cette identité culturelle marquée comme ça. Et par rapport à cette question-là, je pense aussi à... on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais cette question des patrimoines en péril, reconnus par l'UNESCO, ça répond à ta question dans une autre dimension aussi. Quand on va voir la carte donc sur le site de l'UNESCO du patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine en péril,
On remarque donc que déjà c'est principalement dans les pays situés en zone de conflit. Je prends l'exemple du site de Palmyre en Syrie qui a été bombardé par l'État islamique. Et en Europe, on n'en a que 3. Donc on n'en a pas en France. Et on n'en a que 3. Il y a le centre historique de Vienne, des monuments médiévaux au Kosovo, et puis un paysage minier, le paysage minier de Rosia Montagna en Roumanie. Voilà, cette carte, je vous invite à aller la consulter, elle est plutôt Du coup, c'est intéressante. une autre dimension de patrimoine et de reconnaissance de patrimoine en péril, puisque c'est reconnu par l'UNESCO. Ouais, là où l'UNESCO, du coup, ne parle pas du patois et des langues régionales. Même si, du coup, il y a des langues... Le patrimoine immatériel est reconnu à différents niveaux, au niveau de l'UNESCO, mais c'est vrai que le patois, comme ça, Je suis triste. c'est identitaire. Il faudrait peut-être le faire reconnaître par l'UNESCO. C'est ça. Je Voilà. vous propose de vous engager. Prochaine mission de Ouais. Parole de patrimoine, c'est parti. Ce qui aurait du sens, du coup, Ouais. avec Parole de patrimoine, de faire reconnaître le patois. Je vais y travailler, c'est promis. Voilà, on a trouvé notre prochain... Totalement. Exactement. Voilà, vous savez quoi faire pour les prochains mois. Bon courage. Je pense les prochaines années, même. Oui. La ville de Nîmes, ça fait des années qu'elle essaye de s'inscrire à l'UNESCO. Et chaque fois, il y a un truc qui va pas dans le dossier. Donc, bon courage pour faire reconnaître le patois. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut passer un petit peu sur la conclusion de l'épisode. On a beaucoup parlé du tourisme, notamment. Mais je pense qu'il n'y a pas que le tourisme pour sauver le patrimoine. On a moins parlé de l'engagement local et des habitants. C'est plutôt, du coup, sur vous, Parole de patrimoine. Vous parlez de tourisme, mais c'est pas votre... Pas notre axe, ça fait partie. Je pense qu'il y a un vrai lien parce que je sais pas si tu veux en parler, mais les personnes locales, les greeters, c'est absolument un lien entre les locaux et les touristes. Les greeters, c'est des bénévoles qui accueillent gratuitement les touristes pour une visite de leur patrimoine. C'est des ambassadeurs de leur territoire. Et du coup, effectivement, si on a envie de préserver, de s'impliquer dans notre patrimoine, on peut devenir greeters et à notre tour faire visiter les touristes et leur faire passer justement notre envie de préserver notre patrimoine. Et même parfois sur les offices de tourisme locaux, on retrouve ces clins d'œil aux greeters. Et en fait, on va avoir des territoires des villages par exemple, où ça va être Michel qui va faire visiter à ton groupe ta famille ou ton groupe d'amis qui veulent visiter ce territoire. Et en fait, là, tu vas faire une visite d'une heure et demie, 2 heures avec un habitant qui va vraiment connaître son territoire avec les anecdotes et tout ce qui va autour. Et là, on sort de la dimension aussi hyper académique de la visite touristique avec un guide. On est avec un greeters habitant. Mais après, on a aussi les guides touristiques. Il y a ces deux questions qu'il faut pas... L'un ne fait pas de l'ombre à l'autre. Mais les guides touristiques aussi, de plus en plus, du coup, les guides, ils sont indépendants. Donc, il y a les guides de l'office de tourisme, mais il y a les guides indépendants. Les guides indépendants, ils vont aussi avoir cette parole avec cet attrait... qui est intéressant, qui vont proposer des visites guidées thématiques, etc. Ouais, je pense qu'on peut répondre comme ça avec la question du début. On disait patrimoine et tourisme égale ennui. Quelqu'un qui nous dit j'aime pas les musées, j'aime pas les châteaux, le patrimoine ça m'ennuie, ça m'intéresse pas. Comment est-ce qu'on peut trouver du patrimoine un petit peu plus fun ? J'ouvre un peu, mais quels sont les enjeux du patrimoine de demain ? Du coup, déjà, par rapport à ce qu'on disait sur les greeters ou même les guides et les visites un peu insolites, il y a les visites gastronomiques, ça peut être un bon plan pour visiter autrement les territoires avec un apéritif à la fin. Ça donne la motivation d'aller écouter un petit peu d'histoire. Et souvent, on fait de belles découvertes par rapport à ça. On l'a dit au tout début, il y a plein de formes de patrimoine. On a tous un pied indirectement avec ce patrimoine-là, donc on peut le découvrir en randonnée avec les copains. Enfin, nous, dans nos vidéos ou sur notre compte Instagram, on essaie de montrer, en fait, il nous arrive plein de trucs quand on va visiter des sites patrimoniaux. Il y a toujours des anecdotes, on va avoir des références à des films. En fait, c'est pas dans un carcan de... il faut faire une visite d'un musée guidé pendant 1h30 et ça va être rébarbatif et ennuyeux. Il y a plein de guides aussi qui font du très très bon travail.
et des jeunes aussi, notamment, qui s'impliquent dans ces questions-là. Et il y a plein d'autres manières de découvrir le patrimoine, même en autonomie, avec des applications, des jeux. Il y a les escape games aussi qui se font de plus en plus sur les sites patrimoniaux. Azélie, je sais pas si tu veux rajouter des choses. Mais... Eh ben non, mais c'est exactement ce que j'allais dire là. La dernière phrase que tu as dite, c'est exactement ce que je pensais, dans le sens où on se dit ouais bah on va aller visiter un musée. Ça peut être pas fun, mais en fait tu peux visiter ta ville en trouvant des applications et différents jeux. En fait, le but c'est que ce soit aussi interactif, donc par une chasse au trésor, par un escape game, par même de la réalité virtuelle. Ça peut être quelque chose de très intéressant de visiter ces différents patrimoines. Et tu peux aussi, par exemple, te dire je vais faire une journée où je vais aller visiter les différents restaurants ou les différents bars ou les différents lieux culturels. En fait, il faut pas rester justement dans cette dimension de je vais faire des vacances avec le patrimoine, ça va être que des châteaux et des musées, pas du tout. Le fait que tu manges dans un restaurant qui cuisine en circuit court, ça t'ouvre une dimension patrimoniale parce que tu as ton patrimoine gastronomique dans ton assiette. Enfin voilà, je pense que s'imprégner d'une culture et d'un lieu, ça passe pas que par les pierres, mais ça passe par le social, par l'humain, par le gastronomique, par l'immatériel, et c'est important de le souligner. Mais même, je suis en train de penser à une nouvelle édition de jeu d'escape game à la maison. J'ai plus le nom en tête, mais en fait, c'est des jeux où en fait, tu pars à l'aventure avec un synopsis et une suite de cartes qui te permet d'avoir 5 fins de jeu possibles. Et du coup, tu es acteur de ta propre enquête. Mais c'est une enquête qui est une histoire qui est basée sur des fonds historiques ou de patrimoine réel. Et du coup, je trouve que c'est aussi une bonne manière de... Si on aime jouer ou les jeux de société, il y a de plus en plus de choses qui se font aussi dans ce sens-là pour découvrir un peu autrement le patrimoine. Et en tant que grande adepte de jeux de société, et Azélie aussi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est... On pense pas forcément à mettre en avant, mais pour le coup, qui peut être aussi une approche du patrimoine. Il y a la ville de Carcassonne qui a lancé son jeu de société aussi, qui a vachement bien marché. Donc ça se fait de plus en plus. Bah même le Monopoly, il y a les Monopoly par territoire ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a le Monopoly d'Auvergne ou un truc comme ça. Enfin, on a dû le trouver. Mais il y a tout ce genre de déclinaison aussi qui permet de redécouvrir aussi les lieux à côté de chez soi, autrement, quoi. Je connaissais pas du tout ces Monopoly. Du coup, je pense on peut conclure en disant, si on résume tout ce qu'on a dit dans l'épisode, l'objectif, ça va être de trouver son propre patrimoine, celui qui nous intéresse, celui qui nous touche tout simplement, qu'on peut visiter le patrimoine de manière fun et accessible à tous, et qu'il y a de plus en plus de dispositifs, notamment avec le numérique, mais ça, ce serait un autre sujet, qui permettent de rendre ce patrimoine encore plus accessible. Et que dans le cadre de la visite touristique, le patrimoine, ça permet de mieux comprendre un lieu. Et mieux comprendre un lieu, c'est respecter la culture, c'est mieux rencontrer les habitants, éviter les conflits aussi, parce que c'est quand on connaît qu'on évite les conflits. Et puis, ça permet peut-être de diffuser aussi la fréquentation au-delà des lieux les plus touristiques, et puis de pallier un petit peu à ce défi du sous-tourisme et de visiter des territoires auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc voilà, si vous avez un mot de la fin. Moi, j'ai un petit mot de la fin, c'est qu'on peut tous être acteurs, du coup, dans la découverte du patrimoine, on en a beaucoup parlé, mais aussi dans sa sauvegarde, donc en visitant le patrimoine. Aussi, il y a des chantiers de restauration, il y a aussi notre empreinte avec... on est beaucoup connectés aujourd'hui, on est beaucoup sur nos téléphones avec les réseaux sociaux, donc même si c'est discutable sur certains points, en mettant la photo parfaite qu'on a faite au Mont-Saint-Michel sur les lieux surtouristiques, c'est aussi un moyen à l'inverse de faire connaître des lieux et des projets qui ont du sens. Donc les projets, des fois il y a des appels aux dons pour restaurer un lavoir dans un village. Ça, c'est aussi l'occasion de faire le relais de ce genre de projet. Une activité qui vous a plu avec un petit prestataire local, un restaurant, un guide, une expérience de visite que vous avez faite sur un lieu. C'est aussi l'occasion d'en parler sur les réseaux sociaux pour faire connaître et aussi démocratiser ce lien au patrimoine qui est aussi différent que l'image
qu'on peut en avoir. Azélie, je sais pas si t'as un petit message à faire passer, un petit mot de la fin. En 4 mots, soyez acteurs et curieux. Merci. Et venez en Creuse. Bien sûr. Oui, parce que tu nous as un peu laissé sur notre faim. Donc il faut savoir, on a envie de savoir maintenant ce qu'on peut découvrir en Creuse. Bref, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.